Salut les aventuriers, les reliques du destin ont délivré leur verdict, c'était chouette comme saison, même carrément super. Focus dans cette vidéo sur Cynthia. La découvrir un peu plus en décryptant tous les éléments, ou presque, qu'on a eu sous la main pour se rendre compte de façon évidente qu'elle est ISFJ et trouver de façon moins évidente, pour moi en tout cas, son profil Ennéagramme. J'ai préparé ça chronologiquement. Un ISFJ, c'est les fonctions SI plus un équilibre pas trop mal entre les fonctions de décision FE et TI. Donc un SI, la fonction SI, c'est se souvenir du passé pour avoir des informations et avancer grâce à elle. Le passé, ça rassure, ça prouve qu'est-ce qui fonctionne. Ça permet d'avoir des certitudes. Le passé n'est pas modifiable. Donc quand la fonction SI est dominante, ce sont des personnes qui vont en fait rester factuelles, noter et répertorier les expériences passées, suivre des méthodes éprouvées, c'est-à-dire reproduire les expériences au dénouement positif. Alors dans koh donc il lui faut des alliances claires et précises. Ils abordent les positions floues. Donc si un SI-DOM se retrouve allié par exemple avec un Ennéa type 7 qui ne sait pas sur quel pied danser et change d'avis comme de chemise, ça va complètement l'affoler et l'apeurer. Dans la même veine, si la confiance est brisée, peu importe la raison, ça va être difficilement réparable, hein, puisqu'elle prend en compte le passé. Donc ça va avoir du mal à imaginer que ça ne se reproduira pas pareillement dans le futur. Ce sont des gens qui détestent le changement. Dès qu'il y en a un, c'est cauchemar sous un crâne. Alors je vais pas me moquer, je suis un peu pareil, mais si quand même, on va se moquer, hein, parce que qu'est-ce que c'est drôle, hein, de pousser un SI à changer. Il va vous répondre: ok, j'essaye, mais juste une fois, hein, et si je rate, j'arrête. Ce qui n'a absolument aucun sens, hein, puisque forcément, quand on fait les choses une seule fois, on est nul, donc ça échoue, et fini, le changement est envoyé valser. En gros, ce sont des gens qui essayent sans essayer parce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas envie de changer. Ils limitent eux-mêmes leur progression et se contentent de pratiques aux résultats moyens, sous prétexte que ça a fait ses preuves dans le passé. Et puis bon, même si le changement a été forcé, dompté et ancré dans la nouvelle routine, c'était mieux avant, quoi. FE, donc en gros, c'est le partage humain. Et dans koh ça devrait donner quelqu'un de doué pour faire du lien entre des gens. C'est rassembleur, ça cimente du coup des alliances sur la base de connexions émotionnelles et non d'intérêts communs, comme le ferait la fonction TE. C'est la différence entre ce que j'avais appelé une alliance par affinité et une alliance par stratégie. Et TI, c'est analyser pour trouver une logique. Donc, on commence alors avec, à l'épisode 1, on a comme info qu'elle a créé sa boîte de portage de repas et qu'elle fait koh je le fais pour moi, me retrouver, l'idée de sortir de sa zone de confort. Donc, elle a conscience d'avoir du mal à sortir de sa zone de confort, ce qui est le cas de tout le monde. En fait, ça dépend ce qu'on entend par zone de confort. Souvent, dans le langage courant, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à se lancer dans l'aventure, ce qui est le cas des ISFJ. Épisode 2, au conseil, elle nous dit: je pense que Clémence ne peut qu'évoluer dans cette aventure. Je pense qu'elle a bien compris ce qui lui était reproché. Je pense qu'elle est bien entourée, qu'elle va vite se remettre en question pour pouvoir s'intégrer au mieux dans le groupe et continuer l'aventure avec nous. Alors, point crucial et permanent, c'est l'occurrence je pense que, présent massivement dans le vocabulaire de Cynthia, qui trahit un centre mental bien fort. Et très important aussi, le champ lexical du groupe, être entouré, s'intégrer, continuer l'aventure avec nous. Il y a l'idée du nous, c'est la première personne du pluriel. Bien sûr, ce sont des mots gentils qu'elle porte à l'endroit de Clémence, si on veut vraiment défendre l'hypothèse 2 dans l'énéagramme. On pourrait dire que c'est de la flatterie très fine, très fine. Moi, je dirais pour ma part que ça sonne davantage 6 dans la forme et le fond, la notion de groupe omniprésent dans son esprit. À l'épisode 3, on n'a pas grand-chose, juste un moment, il y a Paul et Guillaume qui reviennent de la pêche. Elle les voit de loin et dit: tu crois qu'il y a du poisson? Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est un mini-exemple de plus du centre mental et de SI dominant. Ça cogite,
ça imagine un futur sous forme de questionnement, ça cherche de l'information factuelle pour savoir ce qui s'est concrètement passé. Et voyez un SI-DOM, quand il aura la réponse, il va l'inscrire dans un coin de sa tête, et la prochaine fois qu'elle va voir Paul et Guillaume aller pêcher, elle va se dire « Ah bah, ils risquent de nous ramener des poissons parce que la dernière fois, ils en ont ramené. » D'ailleurs, si la fonction SI est vraiment passionnée, elle ne va pas juste noter dans sa tête, elle va prendre une feuille et un stylo, et il écrit « Le 27 octobre 2025, à 11h09, Paul et Guillaume ont ramené 5 poissons. » Des infos précises. Et ensuite, bien sûr, je range ma feuille dans un classeur, puis le classeur dans une armoire, et voilà. On se brosse les dents, pipi et au lit. Bon, bref, pour en revenir à Cynthia, épisode 4. Là, toutes les conditions sont réunies vraiment pour qu'on gagne, mais bon, on veut pas partir non plus trop gagnant, justement. Ça peut se retourner contre nous, mais vraiment là, on a tout pour gagner, on a bien mangé, on a bien dormi, on a encore de la nourriture. Donc, elle fait le récapitulatif des infos factuelles qu'elle a amassées. Bon, souvent, ils aiment bien faire des listes, là, comme Cynthia ici. Imaginez qu'il sort ses feuilles, où il a tout noté, et il dit « Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc je pense ça. » On a en plus ici le doute qui rattrape la conclusion et fait mettre de la réserve à Cynthia dans son propos. Je rappelle que le doute, c'est la fixation de l'énéatype 6. Elle suspecte la conséquence négative d'un excès de confiance. On est là vraiment dans une suspicion, mais hyper méga standard, de l'énéatype 6, qui a du mal à avoir confiance car il a une mauvaise image de cette notion. Il pense que ça amène du danger dans la vie puisque ça baisse la vigilance. On arrive maintenant au premier gros fait d'armes de Cynthia, c'est l'épreuve d'immunité du puzzle sur l'eau. Les jaunes se regroupent, on les voit se regrouper. Alors qui va faire le guide? Jade, bof. John, bof. On voit pas la suite de la discussion, a priori personne ne s'impose. Cynthia est choisie et argumente face à Denis en disant qu'après 2 boules noires, elle avait l'occasion de prouver ce qu'elle vaut. Et après la victoire, elle nous dit « Quand je suis montée là-haut, j'en menais pas large. Quand j'ai vu le puzzle, je me suis dit « Mince, il faut que je leur parle, mais en même temps, il faut que je réfléchisse. » Elle dit aussi qu'elle est adepte des puzzles avec sa fille et termine par « C'est incroyable, mais c'est avant tout une victoire d'équipe parce qu'ils ont vraiment exécuté à la lettre ce que je leur ai dit. Il y a vraiment une très très belle équipe. » Donc déjà, elle a peur de prendre ses responsabilités. Elle le fait plus pour une raison personnelle finalement. Elle est venue prouver des choses et il n'a pas pu le faire jusqu'à présent. Je trouve personnellement que ça coince un petit peu avec l'hypothèse 2 car en fait, elle affirme un besoin, quoi. J'ai besoin de prouver que sur les épreuves, je peux performer. Moi, je le vois comme ça. Au contraire, ce qu'elle dit renforce plutôt l'énéatype 6, ce côté légère panique, plus je mets l'équipe en avant. Retour sur le camp. J'ai été à la manœuvre sur la composition du puzzle, donc c'est moi qui ai récupéré le totem aujourd'hui. Comme d'hab, un discours de SI-DOM. C'est pour ça que les SI-DOM ne sont pas des personnalités télégéniques. Ils vont nous dire ce qu'on vient de voir. Il y a une répétition dans l'air. C'est pas eux qui vont nous surprendre, puisqu'ils aiment pas ça. On ne va pas retrouver de créativité dans leurs propos. Encore une fois, c'est des suites d'informations concrètes qu'ils aiment bien dire. Je me sens libéré, je ne suis pas une personne qui ait beaucoup de confiance en soi, donc il faut que je me prouve les choses petit à petit dans la vie, et là, ça me donne du baume au cœur. Koh-Lanta, c'est aussi les épreuves, moi j'aime la gagne, j'aime le côté challenge sportif. En fait, ils m'ont fait confiance et au final, ça m'a porté. Ma fille, elle me pousse à me dépasser, tout ce que je fais au fond, c'est pour lui montrer ce dont on est capable. La fixation du doute réapparaît très distinctement avec le manque de confiance en soi. C'est symptomatique du type 6. Les énéatypes 2, du fait de l'orgueil, ne vont pas avoir cette tendance à se dévaloriser comme ça. Et c'est ce qui bloque en fait chez Cynthia pour dire que c'est une 2. Oui, elle est douce, oui, elle est chaleureuse, oui, elle est empathique, mais pas orgueilleuse finalement. Et c'est l'orgueil qui permettrait de passer du simple FE à l'énéatype 2. Épisode 5.
On était en train de se dire que certains garçons mettaient une petite distance entre nous. Demain, il y a une épreuve d'immunité, donc voilà, on se pose quelques petites questions, à savoir s'il y a une alliance garçon ou pas. Ensuite, elle dit qu'elle aimerait bien sauver Nora et elle va proposer, pendant qu'ils vont chercher de l'eau, à Ulrich, elle va proposer de sortir Jonathan. Donc il y a le on. On se pose des petites questions. Le on, elle parle au nom de son groupe. Et puis, les petites questions, hein, c'est ça la vie d'un 6. Épisode 6. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. On leur donne la possibilité de ne plus aller à la boule noire, et eux, les hommes, non en fait. Les garçons qui aiment la compète, qui aiment le challenge, pourquoi ils ne veulent pas se battre sur les épreuves? Voilà. Je sais pas, s'ils voient beaucoup plus loin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je l'ai demandé à Hugo hier droit dans les yeux, vous faites une alliance d'hommes? Il m'a dit non, donc je lui fais confiance, tu vois. Bon voilà, ça nous rassure dans le sens... bon, on ne connaît pas la fin de la phrase, Ulrich lui a coupé la parole. Donc toujours de la peur et du doute sur l'alliance masculine qui décimerait des femmes. On voit apparaître un petit peu sa fonction tertiaire TI. En le disant à demi-mot, on voit qu'elle tente de retrouver la logique du choix des hommes. Ça lui échappe d'ailleurs, car dans la sienne de logique, les hommes devraient vouloir éliminer John pour être certains de faire les épreuves. Tu crois qu'il reste quoi dans les poteries? Le switch? Les petites questions continuent de trotter dans sa tête. Ça a été coupé au montage, hein, il n'y a que ça à ce moment-là dans cette scène, mais j'imagine qu'elle a fait l'inventaire des poteries déjà cassées et comparé avec les infos données par Denis au début de l'aventure. Trier et comparer les données, c'est du ressort de SI. Au conseil, elle nous dit briller, c'est pas mon fort, je veux pas m'imposer et dire là par exemple l'équilibre c'est bon pour moi, je sais pas me mettre en avant. Je me rends compte que je suis toujours le même parcours en fait. Je reste discrète, j'écoute, il va falloir que je perce cette glace. C'est le moment de faire ses preuves et c'est le moment de prouver à son équipe qu'ils peuvent compter sur nous. J'espère pouvoir rester assez longtemps pour pouvoir leur montrer qui je suis réellement. À ce moment-là, on a Ulrich juste après qui parle et qui répond généralement, les gens attendent qu'on leur mène un peu, comme une Cynthia qui préfère attendre qu'eux. Mais si tu te mets trop en retrait, on va pas voir qui tu es et on va pas voir l'importance que tu as au sein du groupe. Alors cette discussion est intéressante car on est en plein sur la différence principale entre type 2 et type 6. Cette mise en avant qui existe chez le 2, certes, elle est indirecte, mais elle existe et elle n'existe pas trop chez le 6. D'où la problématique qu'a connue Cynthia pour s'imposer et faire poindre un profil de gagnant. Ça a été une bataille de longue haleine. Moi, je me souviens que c'est après ce conseil où j'avais envisagé l'hypothèse 9 également, hein, car là, tout ce qui est dit sur ce conseil-là à cet épisode, ça fait très neuf aussi. Par contre, Cynthia, dans son ensemble, ne fait pas du tout instinctive, hein, mais au contraire très 6 alpha. On verra plus tard des prises de position clairement définies qui piétinent l'hypothèse 9 bien comme il faut. Mais d'abord, on continue dans l'ordre avec l'épisode 7. C'est après l'élimination de Jonathan. Les garçons, sur ce coup-là, il n'y a pas de souci, on a pu leur faire confiance, mais on reste méfiante, on écoute ce qu'ils nous disent, on leur dit oui, oui, mais voilà, hein, entre nous, on va analyser tout ça. Le thème de la confiance ressort encore et encore, c'est son leitmotiv, elle est obnubilée par ça. Toujours dur par contre dans koh de faire le tri, parce que c'est en partie dû au jeu, hein, tout simplement, et non à la personnalité du candidat. Après, chez Cynthia, le terme confiance revient anormalement fréquemment, malgré tout, je trouve. La discussion ambassadeur prend un bon tournant parce que déjà les garçons sont d'accord pour envoyer une fille et un garçon. On avait peur que ce soit deux garçons qui aillent là-bas. Toujours pareil, le schéma classique de la fonction SI, c'est constat factuel, et après, grâce à ça, je déblatère. Il faut se baser sur un passé, donc on plante le décor. Il se passe ça, 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 la discussion prend un bon tournant, elle clarifie la situation, donc c'est très J, quoi. Ça, c'est le schéma d'une pensée organisée. On met de l'ordre, et après on réfléchit. Elle se fait aussi la porte-parole de son groupe en disant on avait peur. On flirte avec le mécanisme de défense préféré du 6 qui s'appelle la projection. Est-ce que Cynthia projette sa peur sur son groupe entier? A priori non, c'est plutôt véridique jusque-là. On passe à l'épisode d'après, discussion avec Jade. Il était deg en parlant de John. Moi je n'imaginais pas ça, hein. Ils ont dû se promettre monts et merveilles.
Donc elle soupçonne que Paul et John se sont promis pas mal de choses, et comme ça a mal tourné, à la réunification, il y a beaucoup de déception et de rancœur. Donc là, c'est du soupçon. On passe directement à l'épisode 10 ensuite. J'ai trouvé la motivation dans ma famille. En fait, me battre pour moi, je lâche vite l'affaire quand c'est pour moi. En citation qui fait, c'est vrai, plus 2 qu'autre chose. Enfin, 9 aussi, hein, mais voilà, elle est pas 9. Bon, je pense pas que ce soit impossible qu'un 6 trouve sa motivation principale dans l'apport aux autres. Théoriquement, il a peur de dévier en décevant. Donc voilà. Ensuite, au conseil. Je suis sereine, je serai là demain et en même temps, je vais perdre certainement une ou un coéquipier de mon équipe jaune, donc je crois fortement à la main chanceuse de cette personne avec les poteries ce soir. C'est une réponse presque surprenante, je trouve. Koh c'est vrai que c'est un jeu d'alliance, mais on fait des alliances pour soi, ça reste individuel dans le fond. On essaye juste de trouver des logiques gagnant-gagnant. Là, elle exprime au conseil une appartenance à une équipe jaune, alors qu'on est en plein milieu de la réunification. C'est comme si elle n'envisageait pas un positionnement autonome dans le jeu. Bon, ça nous aide pas, hein, entre 2 et 6, hein, les 2 énéatypes aiment se lier fortement à autrui. En tout cas, on peut supposer que si l'alliance jaune a été aussi soudée, c'est aussi par la bonne entente entre les 3 jaunes, donc il y a la fonction FE dans l'air, parce qu'on aurait très bien pu imaginer un jaune, hein, qui se dit: «Bon, le bateau coule, et bah, bye bye, je vais aller faire ami-ami avec les rouges pour m'en sortir». Et non, on n'a pas eu ça. Alors maintenant, intéressant, l'épisode 12. Hugo discute avec Cynthia. Hugo dit: «Pour moi, Clarisse, elle va pas assumer tout ce qu'elle a dit. Je sais pas si elle va assumer, on va voir». Ah! SIDOM à l'œuvre. Quand on ne sait pas, on sait pas. On attend de voir, et quand ce sera fait, on sera sûr. Ensuite, elle va trouver un collier d'immunité et dire face caméra: «J'aurais pas parié là-dessus, mais je suis plutôt contente pour le coup du parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et j'espère pouvoir gratter encore quelques petits jours. L'orientation, ce serait le top, mais bon, ça va être compliqué». Elle garde les pieds sur terre. Et si ça calme, ça tempère. Ce qui ouvre le champ des possibles, c'est sa fonction inverse, la fonction NE. Donc SI, c'est l'inverse, ça revient sur terre. Dès qu'on part un peu dans un rêve, donc dans une forme d'imagination, d'émancipation du réel, il y a la fonction SI qui crie: qu'est-ce que tu me fais là? Ça va être compliqué, hein, t'oublies pas, hein. En fait, ce qui donne les pieds sur terre, c'est la préférence pour S et pour J. Les deux, à leur manière, vont prendre en compte le réel, la faisabilité des choses. Et l'ISFJ, il a ces deux préférences dans sa personnalité. Donc, il a un esprit qui va s'interdire de rêver, ou juste un petit peu, mais c'est laborieux. Par exemple, une grosse diff entre J et P, c'est la relation au temps. Le temps, c'est un élément crucial dans l'esprit d'un J. Moi, je me souviens, quand on faisait des épreuves de diplôme, vous savez, où on a 4 heures, bah, je passais mon temps à regarder la montre pour me dire: «OK, là, je suis dans les temps parce qu'il reste 2 heures et demie, l'exercice 3 à faire, il va me prendre 1 heure, l'exercice 4, 1 heure aussi et après, il faut que je me relise». Donc le temps, je le rationne, je le segmente, je l'estime, j'y pense énormément. C'est un des piliers de la pensée organisée. Sinon, si on n'a pas le temps de faire quelque chose, eh bien la chose ne deviendra jamais réelle. Alors qu'un P, il est là: oui, oui, je ferai ça. Ah, ça aussi, ce serait bien. Peut-être un jour, je le ferai. Mais quand? Quand? Dans quel monde, en fait? T'as le temps de faire tout ce que tu dis. Si le projet n'a pas de chance de voir le jour, bah, ça sert à rien d'y penser. Eh bien, en fait, si, ça a le mérite de créer du plaisir. Pour les gens qui ont la préférence pour P, ils ont davantage de plaisir à songer au projet qu'à les rendre réels. C'est pas du tout la même approche de la vie. Donc forcément, mettre des bornes dans le temps à quelqu'un qui est P, comme un examen, bah, ça les sort de leur zone de confort. Donc, pour en revenir à Cynthia, Guillaume a dit à Daniel qu'on avait 2 colliers, donc ça, c'était pas prévu au programme, donc je sais pas ce que Daniel va me faire. SI déteste les surprises, ça lui a pas plu du tout à Cynthia. Elle dira au conseil: «Ouais, je suis très en colère, j'aime pas du tout comment ça s'est passé, je le sentais mal», voilà.
On peut te faire confiance, Daniel, hein? J'ai beaucoup de doutes quant au fait que Guillaume ait dit à Daniel qu'on ait un second collier. Il lui donne des infos, mais pour autant, il ne nous en donne pas, donc voilà, je comprends pas là. Confiance, doute, toujours pareil. Au conseil, elle s'énerve un peu, elle dit à Guillaume, tu donnes une info que nous, on t'a donné, le collier, on l'a trouvé, jamais on n'aurait donné une information à un rouge comme quoi on avait 2 colliers. Je cherchais un petit peu la logique dans l'histoire. On t'a donné, on a trouvé le collier, alors qu'elle pourrait très bien utiliser le jeu, hein, voilà. Le reste de la citation illustre la fonction TI car elle cherche la logique qui encore une fois l'échappe. Donc ensuite, Cynthia continue, elle discute avec Denis. Daniel vient avec nous, on regarde droit dans les yeux, on lui dit Daniel, t'es sûr on peut te faire confiance? Oui, bien sûr, vous pouvez me faire confiance. Ça aujourd'hui? Aujourd'hui, là, cet après-midi, ça s'est passé. Affirmation du SI, oui, oui, ça s'est passé, je suis en train de dire des choses véridiques, hein, je ne suis pas une menteuse. Du coup, on va le revoir aussi avec l'épisode 13 juste après. Les SI dominants sont des gens qui aiment la vérité, la justice, le respect des règlements, bien sûr des procédures, évidemment. Donc les mensonges, c'est pas du tout, mais alors pas du tout leur truc. Épisode 13, face à Daniel, il y a une petite escarmouche qui éloigne bien fort l'hypothèse 9. Ça décrédibilise tout ce que tu dis en fait, hein. Tout ce que tu dis, c'est du vin. Tu nous regardes pas dans les yeux et tu nous dis rien à ce moment-là. Moi, les paroles, c'est important dans la vie. Vous êtes en minorité, donc vous essayez de vous sauver la vie. Non, mais on ne parle même pas d'équipe, on parle d'être humain en fait. Tu mélanges tout. SI plus FE. Elle aime pas le mensonge car ça biaise la réalité et ça ne respecte pas l'humain. Tromper l'humain, c'est terrible pour un ISFJ. De fait, ce ne sont pas des stratèges. Leur stratégie, ce sera plutôt gagner des totems ou trouver un collier. Ça, c'est plaisant parce que c'est un objet matériel. On se protège par un objet et non par un plan qui peut-être va marcher, peut-être ne va pas marcher. Voilà, il n'est pas à l'aise avec la notion d'incertitude. Pour ça, c'est bien de faire koh pour ces profils, ça les développe, ça leur sort de leur zone de confort. Ils apprennent au fur et à mesure à être un peu plus joueurs, ils n'ont pas le choix. Elle cherche ensuite un second collier. J'ai l'impression qu'ici c'est pas mal, ça ressemble un peu à l'autre endroit où j'ai trouvé le collier. Et revoilà le passé comme guide, hein, c'est l'expérience qui sert de référence, on a envie d'aller à un endroit qui ressemble à ce qui a marché dans le passé. Elle trouve un second collier, bravo à elle, et là Guillaume fait la meilleure blague de la saison, je vais le dire à Daniel. Ça a fait mourir de rire Cynthia, normal pour une SI d'homme qui utilise l'expérience comme boussole pour savoir quoi faire. Là, c'est comme si Guillaume lui avait dit « Attends, je vais aller faire la même connerie que la dernière fois. Et tu sais, celle qui nous avait mis dans la merde. » En fait, ce serait tellement débile de faire ça que ça fait rire le SIDOM, qui ne sont généralement pas les personnes avec le plus d'humour au monde. Mais il faut descendre très très bas dans la débilité de l'action proposée. Ici, ça a marché. Mais sinon, le problème de leur avouer quelque chose à moitié plausible, eh bien, la tendance à prendre l'info sérieusement va se réveiller et ça donne un côté un peu naïf au SI dominant. C'est l'envie de fiabiliser leur base de données qui les rend sérieux. Je comprends pas comment on peut oser revenir vers les gens qu'on vient de trahir. Il est prêt à tout balayer, toute valeur humaine, pour arriver le plus loin possible. Et alors on met une couche, là c'est à l'encontre de Daniel, vous avez compris. La trahison, les paroles en l'air, c'est vraiment pas cool. Voilà, maintenant on va passer directement à la finale, le dernier épisode, l'épisode 16. Il y a 2 dernières petites citations. Je vivais pour les autres, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, si j'ai envie de faire des choses, je les ferai selon ce que j'ai envie. Encore une fois, ça fait grandement penser au type 2 et à sa compulsion d'éviter de reconnaître ses besoins, plus une prise de conscience de ce problème. Et donc ensuite, elle va remporter les poteaux. Son choix, c'est de prendre Clarisse. Ça peut se voir comme une marque d'intégration, une volonté de reprendre la main sur son ego, qu'elle soit 2 ou 6 d'ailleurs, puisque le choix égotique pour un 6 aurait été de prendre aussi Guillaume qui faisait partie de son groupe. Ensuite, lors de son plaidoyer devant le jury final,
Je vais pas vous dire votez pour moi, faites avec votre cœur, moi je fonctionne à l'affect. Ouais, au moins c'est net. Moi, je préfère prendre mes décisions avec sentiment. Donc ISFJ est soit 2, soit 6. Il y a une ambiguïté parce qu'on dirait que quand on l'écoute, elle, parler d'elle-même, elle est 2. Par contre, quand je l'analyse dans ses actes, elle est 6. Donc moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment vu d'orgueil. Il y a beau avoir un peu de flatterie et d'évitement de reconnaître ses besoins, je privilégie l'hypothèse 6 pour ma part. Dans tous les cas, pour ce type de profil, le temps est un allié. Ce sont des profils à trajectoire ascendante. Il démarre avec une visibilité pauvre et si compétence il y a, ça se transforme petit à petit en profil de gagnant. On va faire un parallèle rapide avec Daniel. Daniel qui nous a fait une saison qui illustre à merveille un énéatype 3 mu. Les 3 vont avoir une trajectoire descendante, à savoir une bonne, voire très bonne première impression dès le début. C'est pas quelqu'un qui attend de se mettre en valeur. Et puis, le temps permet de voir ce que la personne vaut vraiment. Et comme dans son verbe, le 3 s'auto-complimente souvent indirectement, c'est orange, mais parfois aussi directement, c'est rouge, il crée une attente forte qui est difficilement possible de satisfaire sur la durée. C'est-à-dire que le temps permet au fond de prendre le dessus sur la forme. Alors, se rendre compte petit à petit que monsieur est opportuniste ici, menteur là-bas, charmeur par là, bref, en fait, le masque du 3 tombe tout seul et tout le monde comprend qui est vraiment l'énéatype 3, à l'exception de lui-même, car tant qu'il n'a pas gagné, il ne sait pas, et il va continuer son cirque, mais plus il fait son cirque, plus il s'éloigne de la victoire. Donc, comme tous les énéatypes, il est coincé, il n'y a pas de solution viable par l'ego. Tout ça pour dire que si Koh-Lanta durait 2 semaines, ou 1 semaine, ou 2 semaines, les énéatypes 3 auraient des profils de gagnants nettement plus poussés. Et par contre, plus ça dure, plus leur profil de gagnant se dégrade. Alors, comment jouer avec un ISFJ? Il y en a quasiment forcément, je dirais, dans chaque saison, parce que c'est quand même un type de personnalité parmi les plus répandus dans le monde. Donc quand c'est avec soi, c'est vraiment top, parce que ce sont des alliés fiables. Ils ont besoin de stabilité, donc sauf catastrophe, quand un ISFJ vous dit « je vote bidule » au conseil, vous pouvez être sûr qu'il vote bidule. Lui-même détesterait qu'on vienne le voir, lui dire « on vote A », puis une demi-heure après « eh non, on vote B », puis juste avant le départ au conseil « et pépép, en fait on va voter C ». Oh non, lui faites pas ça, c'est sadique. Là vous appuyez sur son stress à mort. Donc lui-même ne change pas d'avis. Théoriquement, il met longtemps à se forger un avis. Le temps permet de récolter les infos sur lesquelles il va se baser et on délibère ensuite une bonne fois pour toutes. Idéalement, pour un SIDOM, il a un processus de décision lent et irrévocable. On est vraiment sur l'inverse d'un électron libre. Par exemple, si on se refait la saison en inversant la situation post-réunification, à savoir que les jaunes auraient été en majorité, c'est peu probable qu'une Cynthia soit allée voir les rouges pour donner des infos, même des infos à demi-mot, ou envisager un changement d'alliance. De toute façon, si changement il y a, la source, ce sera vraiment peu probable que ce soit un ISFJ ou un ISTJ. On le voit bien avec Cynthia au conseil que j'ai cité un moment, elle se présente comme jaune, donc il n'y a même pas de magouille au niveau de la forme. Moi je suis jaune, les autres savent que je suis jaune, avec aucune once de bluff, tout est transparent, la stabilité de l'information est au maximum du maximum. Et deuxième point, comme déjà dit, les ISFJ commenceront l'aventure loin d'un profil de gagnant, puisqu'ils sont introvertis. Donc, ça peut faire office de GOAT. Ce sera en plus des gens qui ne seront pas a priori visés par l'alliance adverse post-réunification. De fait, c'est des profils qui, quand elles sont en minorité, devraient avoir tendance à se faire éliminer en dernier de leur équipe. À l'époque des packaging, ça finissait 7e ou 6e de leur saison.
incapables de prendre en main la situation à un moment donné, le changement, la dose de risque qui permettrait de s'en sortir. Bon, ça c'était avant, hein, les packaging n'existent plus, car la production aide ce genre de candidat avec des règles qui changent hein, d'une année sur l'autre, et du coup ce genre de profil qui aurait tranquillement terminé 7e en 2007 ou 2008, va en 2026 avoir ses chances de se faufiler en finale. Une relique par là qui sauve Guillaume, une relique par là qui sauve Hugo, des alliés, un collier par là, un second collier par là, et voilà, on est en finale. Alors je pense pas que ces immunités l'ont sauvé, c'était des très belles victoires, mais je pense pas qu'elle aurait été éliminée, sans totem. Voilà, et donc si jamais l'ISFJ est contre soi, du coup, c'est chiant, pour les mêmes raisons finalement. Il ferme des possibilités de casser l'alliance adverse, mais au moins l'avantage c'est que vous allez le comprendre assez vite. Ils vont soit vous rallier officiellement, soit non, pas du tout. Mais ils vont pas vous donner d'espoir vain. Voilà, voilà. Donc en tout cas, bravo à Cynthia. Très belle victoire, très belle saison. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la saison, dites-moi ce que vous avez pensé de Cynthia, et dis-moi si vous avez un avis sur son type Enneagramme, si vous êtes plus team Ennéa type 2 ou team Ennéa type 6, et surtout argumentez, parce que sinon ça va pas faire avancer le schmilblick. Et au plaisir de vous lire. Allez, maatane.